L'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était il y a 4 ans et c'était les commémorations. Vous avez vu les images pour honorer les sacrifices des Ukrainiens. Elles ont eu lieu à Kiev. Il y a 4 ans, Vladimir Poutine lançait une opération militaire spéciale pour renverser Kiev. 4 ans après, la guerre continue. Poutine n'a pas rempli ses objectifs et n'a pas brisé les Ukrainiens, a lancé Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a ajouté qu'il ferait tout pour parvenir à la paix et pour que la justice soit faite. Des dizaines de dirigeants européens ont fait le déplacement en Ukraine pour marquer leur soutien à Kiev. Nous ne céderons pas tant que la paix ne sera pas rétablie, a écrit Ursula von der Leyen sur X. Une réunion de la coalition des volontaires, les alliés de l'Ukraine, a eu lieu d'ailleurs dans la capitale ukrainienne. La guerre en Ukraine, 4 ans après, on va faire un bilan sur le terrain. On va revenir sur le bouleversement géopolitique que cette guerre a entraîné. Où en sont les dernières négociations diplomatiques entre Kiev et Moscou avec les États-Unis? Ça fera partie des questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir Sylvie Bermann. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine, auteure de L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite aux éditions Talendier. En face de vous, Guillaume Ancel, bonsoir. Vous êtes ancien officier et chroniqueur, auteur du site d'information Ne pas subir, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Bienvenue à vous. Elena Voloshin, grand reporter, France 24, ancienne correspondante de guerre en Russie, auteur de Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, avec qui on fait une émission Vue de Russie toutes les semaines. Merci d'être là, Elena. Bonsoir. Et puis nous avons ce soir Alain Séry. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes fondateur et président d'honneur de Douleurs sans frontières. Vous revenez d'ailleurs d'Ukraine. Vous allez nous en parler. Avant de démarrer cette discussion, 4 ans de guerre, les Ukrainiens qui se battent et qui résistent toujours, on va regarder d'abord un reportage tourné à Pokrovsk et qui est signé Anaïs Anquet de France 2 en première ligne avec les forces spéciales. Nous avons rendez-vous avec les dronistes des forces spéciales ukrainiennes. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de les accompagner en mission. Direction la ligne de front au nord de Pokrovsk. Nous roulons à vive allure car le ciel est saturé de drones russes. Nous sommes obligés de circuler dans un véhicule blindé qui a été recouvert de grillage car la route que nous empruntons elle est extrêmement dangereuse. Les Russes, avec leurs drones kamikazes, visent tous les véhicules qui circulent, civils comme militaires. Nous sommes dans une zone que les Ukrainiens appellent la kill zone, la zone de la mort. Le plus important, si on est visé par des drones, c'est de se disperser et de se cacher sous les arbres. Il faut trouver un endroit où les drones ne pourront pas nous voir. C'est bon ? Une fois arrivé sur place, il faut courir, ne pas rester à découvert. Nous nous cachons dans une maison abandonnée. C'est ici que ces soldats préparent leur drone kamikaze. Leur mission, frapper les positions russes qui se trouvent autour de nous. Vous voyez ça ? C'est la bombe. On utilise de l'explosif à fragmentation. C'est pour frapper l'infanterie. Ça ne pèse que 500 grammes. Alors que les soldats s'apprêtent à faire décoller leur appareil, Oleg, le commandant, entend un bruit suspect. Ne sortez pas, ne sortez pas. Un drone russe nous survole. C'est un FPV. Pour ne pas devenir une cible, nous devons nous mettre à l'abri dans une cave. La mission est annulée. Si on vole maintenant, on risque d'être repéré. Et s'ils nous voient, ils peuvent nous viser avec des bombes planantes. Ils en ont plein. Et ils n'hésitent pas à les utiliser pour frapper les endroits où ils ont vu des pilotes de drones. Dehors, en plus des drones, les bombardements font rage. Ces soldats ne pourront pas voler aujourd'hui. Nous devons quitter la zone. Le véhicule blindé est dissimulé à quelques centaines de mètres de nous. Pour le rejoindre, il faut traverser un village dévasté. Silence! C'est le nôtre. Alors que nous courons, nous entendons un autre drone. Le soldat presse le pas.
Il faut se cacher dans cette école. Elle a été bombardée par les Russes l'été dernier, alors que des dizaines d'habitants vivaient encore dans ce village. C'est une école. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient en frappant ici. Pour rejoindre le point de rendez-vous, il nous reste 200 mètres à parcourir. On va sous le sapin. Dans le ciel à nouveau, le bourdonnement des drones. Silence. Autour de nous, un paysage d'apocalypse. La menace est éloignée. Nous pouvons enfin rejoindre le véhicule blindé qui doit nous permettre de quitter les lieux. Allez, allez! Dans l'habitacle, le soulagement se devine sur le visage des soldats. La fatigue aussi. Mais pour Oleg, pas question de baisser les bras. Dieu merci, tout s'est bien passé. Ça marche parfois de croiser les doigts. Demain, ces soldats repartiront se battre pour défendre le Donbass, avec l'espoir que cette 5e année de guerre soit la dernière. Alain Serré, je vais démarrer avec vous, fondateur, président d'honneur de Douleurs sans frontières. Je le rappelle, vous formez des professionnels de santé ukrainiens à la prise en charge de la douleur et au soutien psychologique. C'est important, cette prise en charge de la douleur sur place? Oui, c'est capital. Capital dans le sens où il y a des douleurs qui sont visibles et des douleurs invisibles. Les douleurs visibles, c'est les brûlures, sont les fracas d'organes, sont des gens qui sont disloqués, qui sont fracassés. Mais il n'y a pas que le corps. Au-delà du corps, eh bien, il y a tout ce qui est le stress post-traumatique, et c'est les douleurs invisibles. Et celles-là, elles persistent longuement après le choc ou après le traumatisme ou après l'explosion d'une bombe ou d'une grenade. Donc il faut s'en donc, occuper. Oui, absolument. Absolument. D'abord, l'amputation, parce que en fait, c'est un peu ça qui était notre point d'accroche. Il y a entre 50 et 82 000 amputés. Si les chiffres élevés, c'est 82 000 amputés. Et, Ukrainiens. Ukrainiens. Oui, je n'ai que les chiffres ukrainiens. Et donc, ces amputés, eh bien, c'est pas la fin c'est pas l'amputation qui est la fin du traumatisme. C'est après. Il faut rééduquer, il faut soulager les douleurs, il faut aussi réinsérer. Et quand on a un corps qui est difforme, qui n'est plus le même, qui est différencié par rapport à ses amis, sa famille, ben c'est un peu compliqué. Il faut donc une prise en charge globale et holistique. Et ça, c'est vraiment ce que nous souhaitons faire. Et vous formez donc les Ukrainiens à cela. C'est votre Exactement. rôle. Là, nous avons formé entre 40 et 80 médecins et chirurgiens qui repartaient au front. Il faut dire que j'ai été un peu étonné, je dois dire, du Quel était système leur de état santé. d'esprit? Le système de santé, oui, allez-y. Pardon? Quel était leur état d'esprit? Ah ben, ils étaient très, très demandeurs parce qu'ils sont confrontés à des situations qu'ils ne peuvent pas forcément maîtriser. Et on leur apportait donc des technologies et puis du matériel qui permettrait donc de soulager et de pouvoir... Parce qu'un amputé, quand il a un membre fantôme ou une douleur de névrome, il ne peut pas mettre sa prothèse. Donc la prothèse ne sert pas à grand-chose. Et pourtant, elles sont elles sont très innovantes. Elles sont fabriquées par des imprimantes 3 dimensions et c'est vraiment des professionnels de prothèses. Je veux dire que là, il n'y a pas à discuter. Et ils repartent au front Mais- avec leurs prothèses. Alors, en général, pas toujours. Certains, oui, repartent au front. Mais pour d'autres, c'est le soulagement. Ils vont regagner leur famille et ils repartiront pas au front. Et pour cela, c'est un peu, je dirais que c'est quelque chose d'un peu positif. Ça, c'est à prendre en charge dans tout l'accompagnement que l'on suit. Et c'est pas forcément simple parce que j'ai pu constater que le système de santé est épuisé. À Dnipro, ils ont reçu, le jour où j'y étais, une trentaine de blessés qui venaient du front. C'était ils venaient du front. Pour les évacuer, ils sont évacués de nuit. Ils ont mis entre une journée à parfois 7 jours pour rentrer dans les zones où il y a les zones de stabilisation, d'évacuation et de stabilisation, et après à l'hôpital de Dnipro. Quand vous recevez une trentaine de blessés en 24 heures, qu'il faut en amputer la moitié, eh bien, tous les jours comme ça veut dire qu'il faut une organisation, une logistique, et les personnels sont épuisés. Certains médecins chirurgiens ont quitté l'Ukraine,
un petit pourcentage, mais d'autres sont restés, heureusement, et continuent à travailler. Le directeur d'hôpital de Dnipro me disait qu'il n'y a pas un seul jour de congé. Hein. À un moment donné, il n'y a pas eu de vacances depuis 1 an et demi. Et il a imposé un match de football pour toute l'équipe, une journée entière, pour un peu changer les choses dans les têtes des médecins et des chirurgiens et des infirmiers. Ils font un travail absolument fantastique et énorme. Guillaume Ancel, c'est là qu'on parle de guerre d'usure. On sent, ça fait 4 ans, on n'est plus dans les premiers mois. On va regarder la carte avec cette ligne de front qui finalement a peu bougé depuis plusieurs mois. On a même évoqué il y a quelques semaines une contre-offensive ukrainienne qui aurait été liée à l'impossibilité pour l'armée russe d'utiliser Starlink pendant quelques jours parce que Elon Musk leur aurait retiré l'accès à Starlink. Donc on parlait, et Zelensky d'ailleurs en fait allusion dans une interview aujourd'hui au Financial Times, que les Ukrainiens auraient avancé de 200 km. On peut dire quand même ce soir que Poutine n'a pas rempli ses objectifs. Ce que dit Volodymyr Zelensky. Oui, mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est un succès pour l'Ukraine. Ce serait un succès pour l'Ukraine si, comme ils l'avaient essayé de le faire en 2023, ils avaient réussi à chasser les forces russes du territoire ukrainien. Ça n'est pas le cas. En fait, ce qui est terrible dans cette guerre, c'est qu'au bout de 4 ans, on est dans une impasse militaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Et que par conséquent, on a beaucoup de mal à pouvoir trouver une autre issue qu'un accord qui sera mal accepté des deux côtés, parce qu'il sera obligé de s'asseoir sur des concessions qui seront douloureuses. Du côté des Ukrainiens, je devrais commencer par donner 2 chiffres. Il faut Vous avoir avez en tête... justement le chiffre du nombre de victimes, parce qu'il y a des chiffres différents en fonction des Les chiffres sont très différents. Je vais donner une estimation prudente qui s'appuie sur les services de renseignement britanniques et français. En gros, je dis bien en gros, c'est une échelle qu'il faut avoir en tête. Une année de combat dans cette guerre en Ukraine fait 600 000 victimes. Attention, quand on dit victimes, ce sont des morts et des blessés. Il faut avoir en tête que quand il y a un mort, il y a 3 blessés. Dans les conflits précédents, il y avait plutôt 6 ou 7 blessés. Là, cette guerre est très meurtrière. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de morts que dans les 40 années de conflits précédents. Pourquoi ? À cause de cette intensité des bombardements, puis comme vous le montriez très bien dans le reportage, à cause de ces drones qui sont omniprésents, qui fait qu'il y a une zone grise qui fait plus de 50 000 km², le 10e de la France, dans lequel on ne peut pas aller. Sinon, on prend le risque de se faire exploser sans même entendre le drone arriver. Ces drones font beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. 600 000 victimes par an. Les 2 tiers sont russes, l'autre tiers est du côté ukrainien. J'intègre à l'intérieur les quelques étrangers qui viennent se battre de part et d'autre. Mais ça veut dire qu'en 4 ans de combat, il y a 2,5 millions de personnes qui ont été blessées ou tuées dans cette guerre. C'est la guerre la plus meurtrière en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on regarde le bilan sur la carte, on se dit ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, ça a servi à très peu avancer. C'est-à-dire que du côté russe, en 4 années de guerre, ils ont conquis 12% du territoire ukrainien. À ce rythme-là, il leur faudrait probablement entre 50 ans et un siècle pour arriver à dominer l'Ukraine. Donc c'est inaccessible pour eux. Et du côté ukrainien, depuis l'échec de la contre-offensive de 2023 et l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, les Ukrainiens savent qu'ils n'ont pas les moyens de chasser les Ukrainiens de leur territoire. Donc c'est ce qu'on appelle une impasse militaire. Elena Voloshin, les Russes parlent toujours d'une opération spéciale, alors qu'il s'agit d'une guerre d'usure. On a vu que le coût humain est très important pour les Russes et la propagande, en 4 ans, elle a encore évolué. Elle a évolué légèrement, simplement en déplaçant le centre de gravité de l'ennemi numéro 1, qui serait la main invisible qui finance, dirige et commande finalement ces fameux prétendus nazis ukrainiens. Aujourd'hui, ce ne sont plus les États-Unis, puisqu'il y a cette connivence entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce sont les Européens, en premier lieu, les Français et les Britanniques, la coalition des volontaires. On est clairement aujourd'hui politiquement une cible à abattre et à éliminer ceux qui soutiennent les Ukrainiens. Après, c'est l'Europe qui devient l'ennemi numéro 1. C'est l'Europe qui devient l'ennemi numéro 1, clairement. Après, par contre, sur le fond du discours, sur cette héroïsation permanente des Russes qui seraient dans une grande guerre patriotique de défense de la patrie. Une guerre qui est plus longue maintenant que cette fameuse guerre patriotique, Elena. Oui, alors justement, mais ça, c'est pas du tout souligné dans le discours russe. C'est-à-dire que au quotidien, on souligne les prétendus succès au front de la grande armée russe, de ces héros défenseurs de la patrie, mais jamais on ne dit, voilà, ça dure depuis tant de temps. Et d'ailleurs, ça dure pas en réalité depuis 4 ans, il faut vraiment le dire. Les Ukrainiens qu'on a vu se recueillir sur la place Maïdan tout à l'heure, ils ont des morts depuis 2014, dans l'invasion
l'invasion russe commence en 2014. La guerre à grande échelle de haute intensité, elle commence en 2022. Mais en Russie, cette première guerre, elle n'a pas du tout existé dans le mythe russe. C'était une guerre civile, soi-disant, entre de prétendus séparatistes pro-russes et les autorités prétendument nazies de Kiev. Et puis, à partir de 2022, Vladimir Poutine lance sa fameuse dénazification de l'Ukraine. Le mythe, il reste entier, il reste global. Ces Russes qui rentrent du front, ils sont héroïsés, ils sont envoyés dans les écoles de la primaire jusqu'à l'université pour aller former la génération prochaine de combattants. Donc la Russie est embarquée dans une espèce de guerre sacrificielle éternelle, en fait. Et les héros dans ce mythe deviennent éternels. Jusqu'à Ils gagnent la victoire l'immortalité en finale, allant mourir sur le front. Jusqu'à la victoire finale, quelle qu'elle soit finalement. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de but. Les objectifs sont flous. Il y a deux choses qui sont certaines, c'est que Vladimir Poutine parle toujours de libérer le Donbass. Ça, c'est sans concession. Et je pense que, in fine, le but est aussi politique. Il a compris qu'il ne peut pas envahir militairement toute l'Ukraine, mais le but est clairement de remplacer Zelensky. Et d'ailleurs, je pense, et je crois savoir que partout en Ukraine aujourd'hui, vous avez un certain nombre de mouvements politiques, d'agents d'influence russes qui continuent de travailler en prévision d'organiser ces fameuses élections que réclame Vladimir Poutine pour revenir à une époque comme l'aura été celle du président pro-russe Viktor Yanukovych, le point de départ de ce conflit. Et que ne veut pas Zelensky, en tout cas en temps de guerre. Il est prêt à organiser des élections, mais à partir du moment où il y aurait un cessez-le-feu. Sylvie Berman, comme diplomate, est-ce que vous avez déjà eu affaire à une guerre comme celle-ci ? Cette guerre d'usure qui dure 4 ans, qui a entraîné un bouleversement géopolitique en Europe, une propagande russe très forte, des victimes, un nombre incalculable. Non, j'ai connu effectivement des guerres, des négociations de paix, mais pas comme celle-là. Enfin, il y a eu la guerre des Balkans, qui était au centre de l'Europe, qui était même plus proche du cœur de l'Europe que ne l'est l'Ukraine. Là, la différence, c'est que c'est un État membre permanent du Conseil de sécurité, donc qui a envahi son voisin. Mais ce qui se passe aussi, c'est la naissance de nouvelles technologies avec les drones, qui fait, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un gel du front et que les choses ne progressent pas. Alors, au départ, c'était véritablement une opération spéciale. En réalité, ils ne cherchaient pas une guerre, ils cherchaient à éliminer Zelensky, à le remplacer. À l'époque, Zelensky était très impopulaire. Et il avait fait un appel à l'armée en disant « on n'a rien contre le peuple et rendez-vous, ou rendez les armes ». Et moi, j'étais en Ukraine 3 semaines avant, parce que je m'occupais des accords de Minsk, j'étais médiatrice de l'OSCE. Et tous les Ukrainiens qu'on a vus, y compris le ministre de la Défense, qui avant était dans ces mêmes accords, nous disaient « mais il n'y aura jamais de guerre massive de la Russie ». Et donc, la Russie a lancé cette opération spéciale sans être prête à faire une guerre, ce qui explique aussi cet échec et la possibilité pour les Ukrainiens, avec la contre-offensive qu'ils ont lancée en 2023, de gagner du terrain. La Russie pensait que ça allait prendre quelques jours. Quelques jours, absolument. Bah oui, puisque ce n'était pas une guerre. Et en fait, elle n'était pas incapable de faire la guerre, ce qu'on a vu. Simplement, la Russie a appris de ses erreurs, comme pendant la guerre de Finlande en 39-40. Et depuis, même si elle ne progresse pas vite, elle a quand même repris du terrain. Elena, vous étiez vous en Russie quand c'est arrivé d'ailleurs. J'étais à la frontière avec l'Ukraine et je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le 24 Ce n'était pas février une opération 2022. spéciale. Je trouve cela très dangereux de reprendre cette ligne narrative russe. Pour moi, une opération spéciale, c'est ce qu'a mené Trump au Venezuela en kidnappant le président. Vous aviez une concentration jusqu'à 300 000 troupes massées à la frontière pour préparer cette invasion. Vous avez de l'artillerie, des chars, une machine de guerre qui va éventrer l'Ukraine. Vous avez des bombardiers. Il y a une surprise, Elena. C'est bel et bien une guerre de haute intensité. Ne reprenons pas le discours russe. Alors par contre, il y a une surprise sur le calendrier, effectivement, et j'étais bien placée pour le savoir, puisque j'avais des sources parmi les paramilitaires qui sont des commandants paramilitaires qui ont été vraiment aussi en première ligne de cette guerre. Et qui disaient, ma question au premier ministre de cette fameuse République populaire de Donetsk autoproclamée que j'ai interrogé 2 semaines avant le 24 février, aura été de dire, est-ce qu'il y aura une grande guerre ? Il m'a dit oui, je lui ai dit. Quand ? Il m'a dit pas avant le mois d'avril, parce que aucun imbécile ne lancerait une guerre maintenant alors que les sols sont boueux. Voilà textuellement la discussion que j'ai eue. Donc la surprise aura été sur le calendrier, la surprise aura été totale en fait, parce que effectivement Vladimir Poutine était sans doute enfumé par ses services de renseignement et pensait que cette guerre allait durer quelques jours seulement. Mais par contre, le fait qu'une grande armée a été lancée pour envahir le pays voisin, c'est incontestable et ça s'appelle une guerre. Oui, alors, moi, j'étais en Ukraine. J'ai vu Reznikov, qui était le ministre de la Défense et qui était avant
notre interlocuteur dans les accords de Minsk. J'ai vu celui qui est devenu procureur général, qui était notre interlocuteur. On a organisé des réunions avec les proches de Zelensky et qui nous ont dit il n'y aura pas de guerre massive, il y aura peut-être une guerre dans le Donbass. Et ce qu'ils disaient d'ailleurs, c'est qu'en fait, on n'attaque pas un pays qui était à l'époque de 44 millions comme l'Ukraine, avec 150 000 troupes. Donc je vous assure que les Ukrainiens à l'époque, et des journalistes d'ailleurs qui se sont rendus en Ukraine à ce moment-là n'y croyaient pas, ce que Zelensky disait, alors peut-être que c'était pour enfumer les gens, c'est qu'il était furieux contre les Américains à cause de leur alarmisme et parce qu'ils annonçaient une guerre. Et un Ukrainien plus tard proche de Zelensky a dit aussi, au fond, ce que voulait faire Poutine n'était pas si idiot, c'est-à-dire qu'il a envoyé des forces spéciales à l'aéroport de Gostomel pour enlever Zelensky, ce qui a été un échec. Mais ce qu'il voulait faire, je pense, c'était effectivement ce qu'avait fait Maduro. Mais en tout cas, moi, mes sources sont ukrainiennes et quand même à assez haut niveau. Volodymyr Zelensky, en tout cas, a résisté. Tout un peuple a résisté. Et 4 ans après, vous parliez des vies brisées d'enfants ukrainiens aussi. Vous allez regarder ce reportage justement qui est signé Alexandra Lay de France 2, où justement elle est allée voir des enfants traumatisés par ces 4 ans de guerre. On le regarde. Un village entier de préfabriqués en banlieue de Kiev. Toutes ces maisons abritent des personnes déplacées par la guerre. Nous avons rendez-vous avec Natalia. À 58 ans, elle accueille 5 enfants qui ont tous réussi à fuir les territoires ukrainiens occupés par les Russes. La plupart sourient, mais Ivan, 12 ans, a le regard dur. Il y a 7 mois, le jeune homme vivait avec sa mère dans la région de Kherson lorsqu'elle a été tuée par les Russes, devant ses yeux. Un jour, il y a un militaire russe qui est venu chez nous. Il voulait de l'alcool. J'étais assis dans la pièce. Je jouais avec un éléphant et un ours en peluche. Il parlait avec ma mère. Il voulait la violer. Puis j'ai entendu les tirs. Je me suis allongée par terre. J'ai entendu les coups de feu. Au bout d'un moment, ils se sont arrêtés. Et ensuite, il est parti. Une enfance volée, un traumatisme si fort que le jeune homme bégait désormais. Je suis vraiment triste pour lui. Je ne sais même pas comment un enfant peut survivre à une chose pareille. En ayant moi-même vécu l'occupation, j'arrive pas à imaginer sa douleur. Ivan se retrouve sans sa mère. Son père n'est plus là non plus. Une association l'aide à fuir. C'est avec Natalia qu'il tente maintenant d'avancer. Je déteste cette Russie, ce qu'ils font avec nous. On avait tout. La maison, c'était le rêve. Puis on a vécu dans la terreur. La russification à marche forcée. Valéria, elle aussi, l'a connue. À 16 ans, elle a passé 550 jours dans un camp russe. Dès mon arrivée, j'ai été prise en photo. Voilà, c'est moi là, avec ce foulard rouge. On était habillés n'importe comment, en fonction de ce qui arrivait avec l'aide humanitaire. Le photographe venait de Moscou. Il nous racontait à quel point la vie est belle en Russie. Elle n'a plus le droit de parler ukrainien. Sur ses bulletins scolaires, le russe devient sa langue maternelle. L'histoire de la Russie, une matière fondamentale. Les Russes m'ont brisé psychologiquement. Tu ne comprends plus rien. Tu passes toute ta vie à apprendre la même histoire avec les autres enfants. Tu parles ukrainien à la maison et on vient vers toi et on te raconte complètement autre chose. Les Russes sont très doués pour la propagande. Ce camp est devenu mon plus grand traumatisme. Mon caractère a changé. Je suis maintenant très fermée, à vrai dire, je le sens. Valéria parvient à quitter le camp en obtenant une place dans un convoi humanitaire. Par chance, les autorités se montrent peu regardantes.
Valéria et Ivan ne se connaissent pas. Et pourtant, tous deux partagent désormais un passé douloureux lié à la guerre. Comme eux, 2000 enfants ukrainiens sont revenus des territoires occupés. Alain Serry, ça rejoint le traumatisme dont vous parlez. Oui, tout à fait. Cette Oui, douleur. tout à fait. C'est très émouvant ce qu'on vient d'entendre. Et on comprend bien que toutes ces blessures psychologiques, ces répercussions de stress post-traumatique vont perdurer bien au-delà de la fin des combats. Ça demandera des générations de travail, de réappropriation de leur corps et de leur psychisme. Et ça me fait, en vous écoutant tout à l'heure, vous parlez de cohésion, et j'ai assisté, j'étais très ému par cette cohésion à 9h du matin. Ça, c'était à Lviv, mais il y avait aussi, je crois que c'est dans toutes les villes d'Ukraine, il y a une sirène à 9h du matin, et tout le monde s'arrête pendant 1 minute. Les bus s'arrêtent, les taxis s'arrêtent, les piétons s'arrêtent, les commerçants s'arrêtent, les serveurs dans les restaurants s'arrêtent, les chirurgiens en bloc opératoire s'arrêtent, et on entend s'égrener seconde par seconde 60 coups de... Les télévisions s'arrêtent, et puis tout reprend après, et tout le monde repart. Et c'est important ce moment. C'est d'une cohésion, moi ça m'a beaucoup ému, et c'est une cohésion quand on pense que les soldats qui sont au front, ils savent qu'à 9h du matin, on pense à eux. On a le peuple ukrainien qui réfléchit, qui s'arrête, et qui partage avec ceux qui sont donc au front. Et ça, ils le savent quand ils sont au front. Ça me semble donc extrêmement important, ça. Puis il y a une autre chose qui m'a ainsi marqué, mais je me retourne donc vers vous, c'est j'ai vu des guerres en Angola, au Mozambique, au Cambodge, en Irak, à Mossoul, mais je n'ai pas vu ces traumatisés du visage qu'on voit en 14-18, ces gueules cassées. C'est une nouvelle gueule cassée. Là, il y a des gueules cassées. Et il y a donc des équipes de chirurgie maxillofaciale. C'est lié au drone. Alors, frappe de drone. C'est le drone. Mais avec la moitié du visage en moins. Moi, je n'avais pas vu ça. Dans tous les conflits où j'ai pu... Je n'ai pas vu ce type de blessure qui est extrêmement... qui demande une spécificité, qui demande une reconstruction, qui demande... On imagine ce que c'est, et c'est quelque chose d'effrayant. Peut-être préciser que dans le bilan qu'on faisait tout à l'heure des morts, tout est en Ukraine. Quand il y a très peu de destruction, il n'y a quasiment pas de morts du côté russe. Donc on est vraiment... C'est l'Ukraine qui souffre, il faut le rappeler, parce qu'il n'y a pas de symétrie, c'est pas deux pays qui s'affrontent, c'est un pays dirigé par quelqu'un qui se prend pour un tsar, qui a décidé d'envahir son voisin en disant qu'il va le libérer. Et on a l'impression, quand on entend le récit de ses enfants, qu'on est chez les Khmers rouges. Enfin, la rééducation dans des camps, c'est absolument traumatisant. Pour ce qui est du modèle de la guerre, c'est une incroyable régression. C'est-à-dire qu'on est revenu à la Première Guerre mondiale, une guerre des tranchées avec de l'artillerie partout. Un drone, c'est un obus qui vole. C'est juste un obus qui, au lieu d'être propulsé en 3 secondes, est propulsé pendant des heures. Et ce qui est très nouveau, c'est qu'en même temps, il y a cette guerre très régressive de bombardements massifs et d'immobilisation dans les tranchées, et puis l'introduction d'une technologie à très grande vitesse qui évolue à une... C'est incroyable, c'est-à-dire que les dronistes russes comme ukrainiens disent qu'en 3-4 semaines, ce qu'ils mettent au point est obsolète. Donc ça déstabilise tout ce qu'on savait de la guerre. Et on le voit bien d'ailleurs dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, comme on essaie de rentrer dans cette zone où il y a les drones sans trop savoir ce qu'on va pouvoir faire et comment on va en ressortir. C'est une menace permanente. Vous vouliez justement réagir sur ces zones occupées russes où vous êtes allé quand même pas mal, Elena Voloshin, où elle parle justement de ce lavage de cerveau, de cette russification, parce qu'en fait, les Russes aujourd'hui, enfin Vladimir Poutine veut récupérer l'ensemble du Donbass, alors qu'il y a effectivement encore des zones qui n'ont pas été occupées par les Russes, et on voit un peu ce qu'ils y font. Et d'ailleurs, les Ukrainiens disent de toute façon, ils vont tout anéantir, même s'ils ne prennent pas la zone. Oui, c'est l'objet de mon livre. En fait, j'explique que cette guerre, c'est avant tout une guerre des esprits et que Vladimir Poutine, en fait, finalement, en 2022, il lance cette grande guerre tout simplement pour prendre par la force qu'il n'aura pas réussi à prendre par la propagande, par le lavage de cerveau, par tout ce qu'elle a mis en place de russification dans les territoires du Donbass, notamment les oblasts de Donetsk et de Lugansk, depuis 2014. La déportation des enfants, en fait, ukrainiens, elle a commencé de là aussi des chiffres absolument colossaux que communiquent les Ukrainiens de plusieurs centaines de milliers d'enfants, parce qu'ils incluent vraiment dedans, jusqu'à y compris non seulement les enfants qui ont été déportés physiquement à partir de 2022, mais les enfants qui ont été russifiés de force à partir de 2014 et qui combattent aujourd'hui, en fait, souvent au sein de ces armées, de ces fameuses républiques dites séparatistes, aux côtés des Russes. Donc c'est vraiment une russification qui...
et qui prend différentes formes selon les endroits. Il y a l'endoctrinement depuis 2014 dans ces régions. Il y a eu quasiment le rasage de Mariupol et le remplacement de la population. Donc vraiment une méthode une méthode stalinienne, en fait, héritée vraiment de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi tout ce qui peut y avoir de promotion d'offres de nouvelles d'offres de carrière, de perspectives pour la jeunesse aussi de ces régions qui est soumise à cette russification. Donc il y a vraiment des mécanismes tous azimuts qui sont mis en place pour en fait finalement faire croire aux Ukrainiens qu'ils ne sont pas Ukrainiens, qu'ils ont toujours été Russes et que leur conscience, c'est ça qu'il y a dans le discours russe, aurait été remplacée par une arrière-coulisse mondiale. Une espèce de lavage de cerveau qu'elle décrit très bien d'ailleurs, cette jeune fille ukrainienne. Et puis il y a ce bouleversement géopolitique qu'on continue de connaître, qui n'est pas encore terminé, qui est celui donc de l'Europe. D'abord l'Europe qui a dû se passer du pétrole russe, puis réarmer, 2 pays qui sont rentrés dans l'OTAN, la Finlande et la Suède. L'Europe qui a soutenu l'Ukraine, mais à petits pas. Et on va écouter un extrait justement de la coalition des volontaires qui s'est réunie à Kiev pour marquer ces 4 ans, pour marquer justement son soutien à l'Ukraine. On va écouter un extrait des prises de parole aujourd'hui d'Emmanuel Macron, du chancelier allemand Merz et du Premier ministre britannique Keir Starmer. Soyons lucides, il n'y a pas de volonté du côté russe à faire la paix, à travailler pour une paix robuste et solide. L'engagement de l'Allemagne envers l'Ukraine reste inébranlable. Aujourd'hui, nous sommes le plus fervent soutien de l'Ukraine pour 2026. Mon gouvernement a porté notre aide militaire à 11,5 milliards d'euros. Au cours de l'année écoulée, la Russie a subi 1 demi-million de pertes humaines pour gagner et occuper moins de 1% de territoire ukrainien supplémentaire. Ça, ce n'est pas un pays qui, après 4 ans de conflit, est en train de gagner. Sylvie Berman, quel bilan on peut faire justement de cette nouvelle Europe, on peut dire, face à la Russie en 4 ans ? Ils ont raison de dire que la Russie n'a pas gagné parce qu'effectivement, elle avait des objectifs plus larges. En même temps, on ne peut pas dire que l'Ukraine est en train de gagner non plus et qu'en réalité, l'aide qui est fournie par les Européens et qui est importante, surtout après que Donald Trump a décidé de mettre fin à l'aide, sauf en termes de renseignement, aide les Ukrainiens à résister, mais ne les aide pas à gagner. Et donc, c'est un petit peu le problème. On réaffirme l'aide indéfectible, qui remplace l'aide américaine d'après les chiffres, quand même. Qui est insuffisante malgré tout. Donc là, il va y avoir une aide de 90 milliards à condition que la Hongrie l'accepte, parce que pour l'instant, il y a un veto. Et la Slovaquie, enfin surtout la Hongrie l'accepte. Mais cela ne suffit pas pour autant. Et puis, l'Ukraine n'a pas suffisamment non plus d'armes anti-aériennes, c'est-à-dire pour pouvoir protéger son ciel. Et on le voit bien, on le voit à Kiev, mais on le voit aujourd'hui même à Odessa. Est-ce que ce qui a résolument changé tout de même, c'est la menace russe pour l'Europe ? En 4 ans, c'est ça qui a changé. Alors, ce qui a changé, c'est plus la menace, effectivement, de la perception qu'ont les Européens de la menace russe, de la volonté de se réarmer, en tout cas pour être dissuasif, même si je crois personne ne pense à une invasion de chars russes, ni à Paris, ni à Berlin. C'est plutôt des menaces de type hybride. Mais néanmoins, il y a déjà une guerre hybride. Mais bien sûr. Une guerre, je crois que les militaires n'aiment pas employer ce terme s'agissant des actions hybrides, mais c'est clair qu'effectivement, il y a cette perception d'une menace russe. Et cette Europe, j'ai lu récemment qu'on parlait d'une Europe tanguy, c'est-à-dire qui dépendait entièrement des Américains et qui refusait de couper le cordon ombilical, décide, en tout cas au moins sur le principe aujourd'hui, de se réarmer. Sans se réunir. Ce qui est très étonnant pour l'Europe, c'est qu'en fait, elle se retrouve dans une situation qu'elle s'était cachée ou qu'elle ne voulait pas voir depuis des décennies. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une Russie qui devenait un empire de plus en plus menaçant. Pardon, mais ça ne date pas du début de cette guerre. Ça fait des décennies qu'on voit que Poutine essaye d'imposer par la force. Oui, mais on l'a oublié dans les années 90, cette menace, ça n'existait plus. Et puis de l'autre côté, il y a Donald Trump qui arrive aux États-Unis. On le connaît aussi, il a quand même fait un premier mandat aux États-Unis. Et qui ne nous soutient plus. Maintenant, c'est clair, donc on est entre les deux. Et ce qui est très étonnant, c'est que tous les pays européens ont conscience qu'ils sont vraiment menacés, par ces deux empires d'ailleurs. Mais par contre, ils ne franchissent pas le Rubicon de s'unir. Alors que s'ils commençaient par réunir leurs moyens de défense, ils auraient la deuxième armée du monde.
Mais c'est le seul débat qu'on n'a jamais. On a des débats sur combien de milliards on va mettre en plus, sur quel est le type d'armes qu'on va construire ou pas construire grâce à Dassault. Mais à aucun moment on dit peut-être qu'il faudrait commencer à faire des États-Unis d'Europe, parce que si les États-Unis... Mais alors qu'est-ce que vous voulez dire par les États-Unis d'Europe? Je termine juste avec ça. Alors. Si les États-Unis, que personne ne conteste être la première armée du monde, avaient 50 armées différentes parce que chaque État avait son armée propre et que le Texas ne voulait pas acheter des F-16 parce que le Michigan en avait déjà. Eh ben, en fait, ce serait une armée qui ne compterait pas. Mais aujourd'hui, on ne compte pas d'un point de vue militaire parce qu'on a 27 armées séparées, sans compter la Grande-Bretagne, la Suisse et la Finlande. Et en même temps, l'aide militaire européenne a remplacé et remplace l'aide militaire américaine. Et elle reste fondamentalement dispersée, c'est-à-dire qu'on finance, et ça, l'Europe, c'est une vraie puissance financière. C'est comme ça qu'elle fait reculer Trump sur le Groenland. C'est pas à cause de ses armes, c'est à cause de sa puissance financière. Mais quand il s'agit de soutenir un pays qui est en guerre, là, on est tous en train de parler de finance et d'économie, mais à quel moment on arrête d'avoir peur de se battre? Et certains pays d'Europe achètent des avions aux Américains. Oui, bien sûr. Mais pour ensuite les fournir à l'Ukraine. Voilà. Donc, et en fait, ça passe par l'Europe. On va écouter tout de même Volodymyr Zelensky aujourd'hui, qui a parlé de l'Europe. Il a donné une grande interview dans le Financial Times et il s'est également exprimé. On va l'écouter. Il est aussi important pour nous d'avoir une date précise pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. S'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas ces garanties, Poutine fera tout pour bloquer l'Ukraine pour des dizaines d'années. En divisant l'Europe, nous devons nous en protéger. Elena Voloshin. Donc en fait, lui, il souhaite qu'il y ait une adhésion à l'Union européenne avec une date précise, il voudrait accélérer. Il pense que ça va le protéger. Finalement. Il parle de l'adhésion à l'UE, mais aussi il ne renonce certainement pas à l'adhésion de l'OTAN. En tout cas, il réclame des garanties de sécurité du type de l'article 5. Là, il n'en a pas parlé aujourd'hui. C'est vraiment cette adhésion à l'Union européenne qui revient avec une date précise. Parce que ça semble être une ligne rouge pour Donald Trump. Donc, il cherche à ménager Donald Trump, mais en tout cas, il est certain que l'exigence russe d'une Ukraine qui serait hors de tout bloc et complètement démilitarisée, aujourd'hui, est irrecevable pour l'Ukraine, parce qu'elle sait exactement que même si cessez-le-feu il y a, la Russie profitera de n'importe quelle faille et de n'importe quelle faiblesse pour poursuivre ses buts de guerre. Et donc, il est fondamental, effectivement, pour les Ukrainiens aujourd'hui de rejoindre soit l'Europe, soit l'OTAN. Et dans le Financial Times, il dit « J'espère que Trump, les États-Unis vont exercer une pression sur la Russie pour arrêter Poutine. » Donc, il pense que ça peut arriver encore, Sylvie Berman. Et en même temps, il parle des Russes en disant, toujours dans le Financial Times, « Je le vois, car ce sont de piètres acteurs, en parlant des Russes. Ils jouent avec Trump, ils jouent avec le monde entier. C'est ainsi, Poutine pense qu'il a l'air convaincant et qu'il est digne de confiance. Non, c'est un piètre acteur. Les Russes jouent à des jeux. » Voilà comment il les présente. Oui, donc, en fait, ils ne veulent pas la paix. Voilà oui. ce qu'il dit. C'est un KGBiste, Vladimir Poutine. Donc, effectivement, le mensonge lui est complètement naturel. Ça fait partie de son ADN. En même temps, Volodymyr Zelensky n'a pas tellement le choix. Et il l'a dit, c'est pas la peine de chercher une alternative à la négociation menée par les Américains. Les Européens font pas le poids. Donc, de toute façon... Et en même temps, il demande une adhésion à l'Union européenne accélérée. Oui, mais parce que néanmoins, ça le protégera. Et en théorie, il y a un article, qui est l'article 42.7 de défense mutuelle. Et puis, il y a des avantages à être dans l'Union européenne. Et je pense que Poutine n'attaquerait pas un pays membre de l'Union européenne. Donc, c'est effectivement... son intérêt. Mais en même temps, il sait bien que les Européens sont impuissants. Il l'a dit, il a tenu le gage même très brutal. Impuissant quand même, vous diriez utiliser impuissant, alors qu'il demande sans arrêt, je pense qu'il était content qu'il y ait une partie de la coalition des volontaires qui soit à Kiev aujourd'hui. Bien sûr, non, mais il apprécie ce soutien politique, mais il ne se fait pas d'illusions sur... la possibilité pour les Européens à ce stade de changer les choses. D'ailleurs, la coalition des volontaires, elle s'inscrit pour l'après-accord de paix, donc accord de paix qui ne sera pas fait par les Européens. Et Guillaume Ancel et Trump, justement, est-ce qu'il est tel que le décrit Zelensky dans le Financial Times? Il devrait justement donner un ultimatum à Poutine. En fait, on voit bien dans cette interview qu'il est beaucoup plus... Il dit d'ailleurs, il nous demande à nous beaucoup plus de concessions qu'à la Russie, Trump. Mais parce que... même le président Zelensky n'arrive pas à l'admettre, Trump ne poursuit pas le même agenda. Pardon, mais il s'en fout. Il a même parlé d'un deal dans cette interview, un deal justement entre la Russie et les États-Unis. Trump, c'est de reprendre ses affaires, notamment avec la Russie, et que la guerre s'arrête parce que pour lui, c'est un bad business. Il n'a jamais pris position pour défendre l'Ukraine. Et il ne le fera pas. Pardon, mais tous ceux qui s'attendent à ce que
Trump aille tordre le bras de Poutine pour obtenir la fin de cette guerre, mais il faut qu'il regarde ailleurs ou il faut qu'il sorte de donc, il n'y aura pas d'accord. Mais si, il y aura un accord. Une impasse militaire, une impasse C'est une impasse militaire, mais ce n'est pas une impasse diplomatique. En fait, Trump va probablement forcer l'Ukraine à faire une cession des 5000 km² que réclame Poutine dans le Donbass. Ils ne le veulent pas, les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens n'auront pas le choix parce que si Trump leur coupe l'accès au système de renseignement américain, ils sont myopes et la guerre ne durera pas un an. Est-ce qu'il ira jusque-là? Je rappelle qu'il y a 2200 km de frontière entre la Biélorussie et la Russie et la seule manière qu'ont eu les Ukrainiens de ne jamais être débordés par les Russes qui auraient pu attaquer n'importe où, c'est grâce à ce système. Vous pensez qu'il pourra aller jusque-là, Trump? Bien sûr. Oui. Il l'a fait à Koursk. On se souvient quand Trump avait décidé que les Ukrainiens devaient quitter le territoire russe. Ils avaient envahi une toute petite parcelle. Il a coupé le renseignement pendant 3 jours. Les Ukrainiens ont eu à peine le temps de dégager. Alain Serry, puisqu'il nous reste 1 minute, je voulais terminer avec vous. Vous allez retourner à Lviv bientôt? Oui, bien sûr, oui, dans 1 mois et demi. Mais je pense que, si vous voulez, c'est avec l'aide d'Expertise France que notre ONG travaille à former des formateurs et à faire en sorte que ça s'implémente dans la plupart des hôpitaux. Il faut voir que les hôpitaux, quand donc il y a un rôle été chargés, oui, mais après, les amputés dont je parlais, il faut qu'ils soient dégagés et qu'ils aillent dans les hôpitaux régionaux, les petits hôpitaux, les structures, etc., où là, il n'y a pas de gens formés. Et puis d'autres arrivent, etc. Je pense qu'on va reconstruire les infrastructures, mais il faut penser à reconstruire les gens, à reconstruire donc l'esprit et les corps. Et ça, c'est une de notre motivation principale. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Alain Serry, Guillaume Ancel, Sylvie Berman, merci. Elena Voloshin, merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le conflit en Ukraine 4 ans après. Restez avec nous.